Salut à toi, c'est lundi, donc bienvenue sur un nouvel épisode de Chronique Imo. Aujourd'hui, je te fais un épisode vraiment particulier et ça fait un moment que je voulais l'enregistrer, mais je ne pouvais pas, dû à des délais administratifs juridiques et tu vas comprendre pourquoi dans cet épisode. En fait, tu l'as vu dans le titre, on va parler d'un conflit, hein, puisque j'ai été victime dans une affaire avec un locataire et j'ai envie de te partager ça aujourd'hui. J'en ai très hâte. J'avais hâte, hein, de pouvoir te partager cette histoire parce que je vis depuis des mois avec ça dans la tête et ça me travaille. C'est quelque chose de, tu vois, c'est pas agréable à vivre. Et donc du coup, voilà, ça fait des mois, mais je pouvais pas partager avant qu'il y ait un retour de justice. Et donc ça y est, je l'ai là. Ce bruit de papier que tu entends, la décision de justice que j'ai dans la main et que je vais te lire juste après. Donc on est sur une sombre affaire de vol d'énergie et spoiler alert, donc du coup j'ai gagné et je vais t'expliquer comment j'ai fait, hein, tout simplement. Avant de démarrer quand même, je tiens à préciser que je n'ai pris aucun plaisir à avoir à faire ça et à subir cette situation. Mais vu que je suis la victime dans cette affaire, j'ai décidé de ne pas me laisser faire. Parce que déjà, je pense que ça peut t'apporter quelque chose. Et au fond, je savais que peu importe le verdict, au final, fallait forcément que, comment dire, que je laisse pas la situation telle quelle. Euh, En tout cas, il fallait que j'apprenne quelque chose de cette situation. Je trouvais ça trop bête de la laisser gangréner et au final de couper avec un locataire, de couper les ponts, de le voir partir. Ça aurait été trop simple de juste rénover l'appartement, remettre un locataire et que ça se passe bien. Il fallait que je tire une leçon de cette situation, de ce que j'ai vécu. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là et que j'enregistre, parce que maintenant j'ai le droit, je peux le faire. Donc au fond, voilà, je savais que je pouvais tirer des leçons de tout ça. Apprendre des choses sur quoi? Sur les lois, hein, puisqu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans l'immobilier, sur les délais, sur le système, comment le système est construit, et donc du coup comment je peux réussir à utiliser le système à mon avantage à moi. Et puis aussi apprendre des choses sur moi-même, hein, tout simplement. Parce que j'ai de la chance, je vais dire, je sais pas si c'est de la chance, mais je vis un quotidien plutôt paisible et tranquille dans l'immobilier, c'est-à-dire que j'ai quand même, oui, j'ai des petites choses, j'ai des petits tracas du quotidien, j'ai des problèmes des fois avec les travaux, avec les dossiers bancaires, avec des petites situations avec les locataires, mais jamais de trucs majeurs. Et donc le fait que ça m'arrive, j'avais, comment dire, j'avais besoin d'apprendre comment je pouvais réagir dans ce genre de situation, et il fallait que j'en sorte grandi. Alors, évidemment, j'ai fait les choses dans les règles, et tu vas comprendre que les règles, même si on a pu entendre parler cette année 2022 que les règles, elles sont toujours en faveur des locataires, que c'est toujours eux qui gagnent, que les lois sont faites pour eux, que les baux sont faits pour eux. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas non plus tout à fait faux. Les propos que que je vais tenir sont, bon, tu me connais, hein, je suis transparent, il y aura pas de bullshit, mais quand même, je vais être nuancé sur certains points, et je vais surtout mettre le doigt sur les erreurs que j'aurais pu faire et que j'ai pas faites justement, pour que toi non plus, tu sortes grandi de cet épisode et que peut-être que le jour où il t'arrive une galère avec un locataire, t'arrives à en sortir grandi. Donc tu vois, j'avais dans un coin de ma tête, euh, de pouvoir un jour te le partager, et donc je suis trop content de pouvoir le faire aujourd'hui. Donc du coup, pour développer cette histoire, je vais rembobiner. Donc là, je rembobine, je t'explique la genèse de cette affaire. En gros, 2018, donc non, fin 2019, j'achète un immeuble. J'achète un immeuble dans lequel il y a 3 logements. Et l'un de ces logements, au premier étage, il y a déjà un locataire en place. Donc, il s'agit d'un locataire que moi je ne choisis pas, et voilà, et qui a un petit loyer, on va dire pas, on va dire dans la moyenne, voilà, dans la moyenne de ce qui se fait dans cette ville-là. Pas un loyer ridicule, mais pas non plus dans le haut du panier. Visiblement, l'appartement, il n'était pas dans un super état quand le locataire est rentré. Donc voilà, l'agence qui l'a mis en place n'a pas forcé. Il y avait une garantie Visal, si je dis pas de bêtises là-dessus. Enfin bon, il y avait tout un tas de dispositifs qui faisaient en sorte que l'agence m'a promis: non, non, Mathieu, t'inquiète, c'est nickel, il paye le loyer, de toute façon, il a le droit à des aides,
C'est un monsieur qui a le droit à je sais pas comment on appelle ça, un quotient familial certainement qui est à 100%, donc du coup il a droit au maximum d'aide possible. Et donc son reste de loyer, le complément de loyer qu'il doit payer lui de son côté, c'est 6 euros. C'est-à-dire que toutes les aides qu'il a, ça lui paye son loyer, voire même plus que le loyer, ça lui paye même une partie des charges. Donc donc bon, je me dis bon, c'est vraiment pas le client idéal dans mon état d'esprit. Mais il faut rembobiner et se rappeler qu'en fin 2019, moi, dans cette commune, j'ai acheté mon premier immeuble, donc je voulais pas trop non plus tergiverser, je voulais me mettre en place, mettre un pion, hein, tu sais, c'est comme au Monopoly, je voulais déplacer, je voulais jeter les dés, poser mon pion sur cet immeuble et commencer comme ça. Bon, donc j'avais d'autres appartements à rénover de toute façon, donc je savais que j'allais me rattraper sur les autres loyers, donc c'était pas trop mal. Et il se trouve qu'en fait, ce locataire, au final, j'arrive pas à l'avoir, j'arrive pas à le joindre pour me présenter. Donc déjà, moi, la première chose que je fais quand j'achète un immeuble, c'est que j'envoie un courrier recommandé en disant bonjour, c'est moi le nouveau propriétaire. Les termes les conditions de votre loyer, de votre bail ne changent pas, ça reste les mêmes, c'est juste que ça devient moi le propriétaire et que par cet avenant, je vous signifie que c'est moi. Voilà, donc il y a rien à faire pour vous. Mais juste, voilà, je me présente, c'est la forme, c'est comme ça qu'on fait. Et c'est important de le faire par lettre recommandée, parce que sinon, parce que bon, normalement, le notaire est censé signifier à tous les locataires en place qu'il y a un nouveau propriétaire. Bon, moi, ça c'est en théorie. Dans les faits, en pratique, j'ai absolument aucun souvenir que ça a été fait dans aucun de mes immeubles. Donc je pense pas que ça soit le cas. Je pense pas que les notaires le font vraiment partir, ce courrier. Dans tous les cas, moi j'envoie des courriers, la personne ne répond pas, j'essaie de l'appeler parce qu'évidemment j'ai ses coordonnées, puisqu'elles étaient sur le bail, j'essaie de l'appeler, je n'arrive pas à le joindre, je toque à sa porte quand je suis de passage, il ne répond pas. J'ai vraiment l'impression qu'en fait cet appartement il est vide et il n'y a jamais personne. Voilà, en fait c'est pas le cas, c'est juste qu'il est là, mais qu'il est... Voilà, c'est une personne qui répond pas, qui est un peu en marge. Et donc en fait ce qui se passe, c'est que les premiers mois passent, et que, en fait, le monsieur, il ne paye pas son complément de loyer. Donc on parle d'un complément de loyer de 6 euros, hein, je te rappelle. Donc bon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas mort d'homme, je me fais pas plus d'inquiétude que ça, mais juste c'est ennuyeux parce que déjà d'une, j'arrive pas à joindre ce monsieur, j'arrive pas à me présenter officiellement à lui. De deux, il paye pas son loyer. En fait, j'ai l'impression qu'il m'ignore, en fait, tout simplement. J'ai l'impression qu'il fait comme si j'existais pas et que lui, peut-être ça lui convient pas cette situation où il y a eu un changement de propriétaire. Et voilà. Et donc, tu sais, moi, je suis quelqu'un de très transparent. J'ai un peu ce truc-là, un peu à l'ancienne. Je sais pas, je dois peut-être tirer ça de mon grand-père de l'éducation qu'il a essayé de faire transparaître dans les repas de famille. Lui, mais c'était du genre à mettre les deux pieds dans le plat, quoi. Tu vois, à tout mettre sur la table et à dire, bon, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est pas confortable, mais c'est comme ça. Euh, et au moins, tout le monde part avec les mêmes, comment dire, les règles du jeu sont les mêmes pour tout le monde. On a tous les mêmes nombres de cartes et après, on joue avec les règles qu'on connaît. Bon, bref. Donc j'arrive pas à l'avoir et puis j'ai les deux autres locataires, du coup je rénove un autre appartement, je mets un locataire en place, au-dessus aussi, enfin bon bref, les locataires me disent quand même il a un comportement bizarre ce monsieur, il fait pas de bruit la journée et par contre la nuit il y a de la musique, ouais, c'est quelqu'un qui tape, enfin voilà, qui est un peu, c'est pas le locataire idéal quoi, vraiment. Et alors là, je commence en fait avec, tu vois, avec comment dire, les retours que j'ai, les retours terrain du coup de mes autres locataires, je commence à m'inquiéter un petit peu de la situation. Je me dis attention, lui il va me poser problème. Et donc du coup, je pense que là, il va falloir que je prenne une décision, en tout cas que j'utilise un autre levier, peut-être un peu plus un levier légal, pour réussir à joindre cette personne et lui dire qu'il faut qu'il arrête de déconner, quoi. Donc j'ouvre une parenthèse là par rapport aux locataires en place. Quand tu achètes des biens immobiliers, j'en ai déjà fait un épisode par rapport à ça, mais bon, tu l'as peut-être pas écouté, donc je te laisse revenir dessus. Dans les 10 premiers épisodes, je saurais pas te dire lequel, mais peu importe, tu trouveras bien. Attention, attention avec ça. Donc, je dis pas un non catégorique à acheter des immeubles avec des appartements où il y a des locataires en place, mais par contre, il y a une règle simple que tu peux te fixer, qui peut être une ligne conductrice, c'est la règle du 80-20. Donc, faut être Pareto même là-dedans. L'idée, c'est de faire, tu te dis que 80% du bien doit être vide si, on va dire qu'à partir de 80%, c'est bon. Donc, genre, s'il y a 3 appartements et que tu en as un, on va dire que ça passe. Évidemment, ça fait pas du 80-20, ça fait du 63,
47, 48, 47, pardon. Mais bon, peu importe, t'as compris. L'idée, c'est qu'il faut toujours que tu aies plus d'appartements vides que d'appartements avec des locataires en place. Pourquoi? Parce que tout simplement, si tu as un impayé ou si tu as un problème, tu sais que c'est compensé, en fait, c'est épongé par les autres appartements. Donc il faut toujours que tu aies une solution qui ne vienne pas de toi, mais qui soit réglée par la production des autres appartements, donc la production de cash par les autres appartements. Donc moi, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec celui-ci. Mais exemple, tu as, 4 appartements, il faut que tu en aies 3 de vides pour d'occupé, tu vois. Autre exemple, si tu as à partir de 6 appartements, 5-6 appartements, 2 d'occupés, le reste vide. Voilà. Ça serait un petit peu mon curseur, c'est comme ça que moi je réfléchis quand je regarde les annonces. Voilà, je referme la parenthèse, mais en tout cas, c'est une bonne technique que tu peux t'imposer aussi. Donc du coup, il y a les multiples, comment dire, renseignements des autres locataires m'ont fait comprendre que je devais prendre une décision et en fait de me séparer de ce locataire. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment où je suis sur le point de prendre la décision, j'arrive à le joindre en fait. Il me répond. Il me répond, mais il me répond par mail. Il me répond par mail, il m'explique un problème de téléphone, il me dit ouais j'arrive pas, machin, je suis difficile à joindre au niveau du téléphone, envoyez-moi des mails et on se donne rendez-vous, etc. Et en fait, donc le rendez-vous portait sur le fait qu'il devait me rembourser les sommes accumulées des 6 euros, tatati, tatata. Bon, moi j'étais pas trop dispo à cette époque-là, donc on se met d'accord sur un rendez-vous dans lequel il va me payer 50 euros. Il va me payer 50 euros pour éponger les 6 euros multipliés par le nombre de mois. Plus du coup, ça va payer, je me rappelle plus, peut-être 1 ou 2 mois supplémentaires qui arrivent. Donc du coup, je m'inquiète pas, je me dis peut-être que lui, c'est sa façon de procéder. C'est quelqu'un qui est un peu. Voilà, on n'est pas tous pareils et ça se juge pas, voilà, c'est tout. Donc du coup, je me dis, ok, pas de souci. Dans ce cas-là, je récupère ça et j'en profiterai pour lui faire passer un message. Et en fait, ce monsieur, j'arrive pas à le voir dans son appartement, il me donne rendez-vous dans la rue de l'immeuble. Et donc on marche quelque chose comme 100 mètres ensemble, où en fait j'ai à peine eu le temps de récupérer l'argent, de lui faire signer un reçu, comme quoi j'ai bien reçu l'argent en liquide, et de lui faire passer le message rapidement que les autres locataires, ils trouvent qu'il est quand même bruyant, nanani, nanana. Et lui, il m'explique très sincèrement, il me dit: «Je suis, conscient, je traverse une période difficile» et donc du coup, voilà, il essaie de m'expliquer, mais tu vois, comment dire? Il se défile pas. Alors bon, ça veut rien dire, il se défile pas, hein, ça veut pas dire que c'est plus acceptable. Pas du tout d'ailleurs, mais disons qu'il assume en partie en me disant: «Je vis un truc difficile, je me fais suivre, je me fais aider», voilà. Donc à ce moment-là, au moment où il me parle de ça, j'ai pas l'intégralité des informations évidemment. Donc je me dis: «Bon OK, c'est cool». Il est pas non plus fermé à la communication, même s'il est très difficile à joindre. Il a, remboursé les 6 euros multipliés par le nombre de mois, du complément de loyer et donc du coup, je me dis qu'on va réussir quand même à installer avec le temps, parce qu'il y a des gens comme ça prend du temps à installer une relation de confiance. Donc je me dis: «On va réussir à installer une relation de confiance et tout va bene». Évidemment, tout va pas bene, tu vas le comprendre, par la suite. Donc les locataires, bon les mois passent, les locataires me font toujours les mêmes signalements, etc. Donc j'ai décidé de prendre ma décision, je vais me séparer de ce monsieur, donc je regarde ce que la loi me permet de faire pour me séparer de lui. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'en fait il y a des règles, si tu veux, en termes de raison, déjà d'une, il faut avoir une bonne raison pour demander à un locataire de partir. Et ensuite il y a une règle qui a un rapport avec le délai. Donc le locataire ne peut partir que pour certaines raisons, il n'y en a que 3 principales. Et il faut respecter le délai, donc notamment, un préavis de 6 mois dans son cas à lui parce qu'il a un logement, meublé. Donc dans tous les cas, mais je crois que c'est 6 mois aussi quand on demande à un locataire de partir. Même en vide, peu importe, mais dans tous les cas, il faut que ça soit à la date d'anniversaire de ce locataire. Donc bon, dans ma tête, j'ai pris la décision. C'est juste que sur le papier, j'ai pas encore rédigé la lettre recommandée que je devais lui envoyer. Toujours, attention, ça c'est très important, toujours envoyer le document en lettre recommandée papier avec accusé de réception, ou alors en lettre recommandée électronique avec l'outil de la poste aussi, c'est possible. Par contre, si c'est en lettre recommandée électronique, il faut que vous ayez au préalable l'accord du locataire. Et vu que ce locataire, c'est pas moi qui l'ai mis en place et que dans son bail, ça n'existait pas à l'époque la lettre recommandée électronique, évidemment, tu penses bien que je l'ai fait en lettre recommandée papier.
Donc du coup, le temps passe, ma décision est prise dans ma tête, mais je l'ai pas encore actée. Et lors d'un passage pour un problème de serrure cassée qui m'a été signalé par un autre locataire de l'immeuble, ben en fait, là, la goutte vient faire déborder le vase parce que qu'est-ce qui se passe? Je me rends compte qu'en fait, dans l'explication du locataire qui est venu, qui voulait pas en fait m'appeler pour m'expliquer, il voulait me voir de vive voix. Il m'explique que c'est ce locataire-là, celui qui est problématique là, qui a cassé la serrure. Il aurait cassé la serrure alors, soit parce qu'il n'avait pas la clé, ou soit parce qu'il a pensé que j'avais changé la clé. Enfin bon, il m'a prétexté pas mal de choses, hein. Parce qu'évidemment, il y a des choses que je pourrais pas, parce que j'aurais pas le temps dans cet épisode, mais même c'est trop long à expliquer, mais j'ai tout un tas de messages plus tard, d'emails à rallonge qui font des vingtaines et des trentaines de lignes. J'ai des messages vocaux qu'il m'a envoyés sur Messenger, via un autre nom où il est très virulent. Enfin bon, voilà. Donc, l'accumulation de tout ça fait déborder le vase parce que la serrure est cassée, la serrure de l'immeuble, alors qu'elle était neuve parce que je l'avais changée quand j'ai été arrivé. Donc ça a eu le don de bien me saouler. Et en plus, le locataire, du coup, du rez-de-chaussée, il me pointe du doigt le haut, comme ça, il me dit: montez un peu dans les escaliers, voir ce qui se passe. Montez voir, il y a une surprise pour vous. Tu sais, c'est l'effet Kinder Surprise, tu sais jamais, tu sais. Quand tu manges le chocolat, t'as ta petite boule jaune à l'intérieur, tu l'ouvres, un truc, tu vois, une fois sur deux, c'est un truc cool, hein, une fois sur deux, c'est un truc pété, il faut le monter et t'arrives pas à le monter. Enfin bon, bref, voilà. L'analogie est pas géniale, mais tout ça pour te dire que je monte dans l'escalier et là, qu'est-ce que je vois? Il y a un fil qui sort de la porte, qui est coincé dans la porte en fait de ce locataire, un fil électrique, et qui est raccordé électriquement, donc il est raccordé à anciennement ce qui était la lumière en fait des communs. La lumière, donc là où il y a l'ampoule. Donc je me rends compte que le système a été complètement démonté, voire même cassé, hein, pour être tout à fait précis. Le système est cassé, il y a deux fils qui sortent du plafond, et raccordés à ces deux fils, ben, un fil noir, un fil rouge, qui part en fait, qui se balade comme ça, qui traverse les communs, et qui va dans l'appartement de ce locataire. Et donc moi, du coup, je me rends compte que ce locataire, tout simplement, il me vole de l'électricité. Donc ce petit malin, qu'est-ce qu'il a fait en fait? Je te résume l'histoire comme ça. Il m'a pompé l'électricité pendant des mois et des mois, euh, sans que je m'en rende compte. Alors, des mois, tout est relatif, hein. On n'est pas sur un truc. Voilà, si je dis pas de bêtises, on est sur 4 ou 5 mois. Mais dans tous les cas, en fait, lui, il a coupé son compteur d'électricité qu'il avait dans l'appartement, le Linky. Donc, lui, il a résilié son contrat. Et le petit malin, il a tiré un câble, il a tout branché. Donc, je t'épargne les détails. Il y a le frigo, la plaque, charger son ordinateur, la télé, charger son portable, les lumières, enfin tout l'appartement en fait était raccordé à une seule prise, enfin une seule arrivée d'électricité. Donc en plus, je t'imagine pas le danger électrique que ça peut être pour l'immeuble, hein. S'il y a des risques, ça peut générer des feux. Alors il y a pas eu de feu, il n'y a pas eu de problème de ce genre-là. Par contre, il y a eu énormément de coupures d'électricité dans les communs. Et autre chose qu'il faut que tu saches, c'est que quand tu as un immeuble ancien, en fait, tu peux avoir un... Comment on appelle ça? Ah, c'est un système qui permet d'amplifier... Un amplificateur, voilà. Un amplificateur de réseau pour la télé. Pour avoir une meilleure réception de télé. Et ça, c'est souvent dans les centres-villes quand on est loin d'une antenne. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que moi, l'amplificateur, il est branché sur les communs, parce que c'est pas aux locataires d'avoir ça dans leur appartement, tu vois, on peut pas leur faire payer ça. Donc cet amplificateur lui-même, eh ben, il était alimenté par cette énergie-là. Sauf que lui, avec son installation de Néandertal, là, ben, il faisait sauter les plombs en fait tout le temps. Et donc Enedis, il venait, il comprenait pas, il disait putain mais ça saute les plombs et tout, donc il changeait les plombs ils arrêtaient pas de sauter. Donc je me prenais des factures de passage d'Enedis. Enfin bon, donc au final, je décide, suite à ça, donc évidemment, je prends des vidéos, je prends des photos, je vais acheter un journal du jour au bureau de tabac, que je prends avec moi, que je prends en photo au moment où je l'achète, et je reviens sur place pour prendre la photo avec la date du journal et ce que je vois du coup en arrière-plan, donc c'est-à-dire le fil qui traverse les communs comme ça. Pourquoi? Ça c'est très important, c'est un tip que je te donne, et c'est ce que font aussi
Les professionnels du bâtiment, quand ils purgent des délais pour les permis de construire, ils achètent le journal du jour parce que tu peux pas mentir, le journal, ils ont imprimé le journal du jour en tellement d'exemplaires avec la date du jour qu'il n'y a pas de, voilà, on peut pas tricher. Du coup, donc je fais ça. Et évidemment, je vais porter plainte. Donc ça, c'est pas direct, hein, tu sais. Maintenant, le système pour porter plainte, il faut d'abord faire une pré-plainte en ligne. Ensuite, on te donne un rendez-vous. Généralement, il y a 2 semaines ou 3 semaines pour avoir un rendez-vous pour ce genre de choses, tu vois. Sauf si c'est une violence, des violences ou des viols. Enfin, là, ça peut aller très vite, mais pour ce genre d'infraction, c'est très long. Donc voilà. Donc je décide de porter plainte, évidemment. Et donc le soir même, donc je rentre et je rédige le congé, donc la résiliation du bail, donc le congé pour motif légitime et sérieux. Donc tout à l'heure, je t'expliquais qu'il y avait trois motifs possibles. Donc je ne vais pas m'attarder sur les autres, on s'en fout, mais moi, celui que j'ai décidé de respecter, c'est le régime motif. C'est le motif légitime et sérieux. Et donc du coup, je lui ai adressé ça le soir même. Avec objet congé, résiliation de bail, et je mets bien entre parenthèses transmis par courrier recommandé, plus courrier simple, plus courrier électronique, comme ça il pourra pas dire qu'il l'a pas eu. Ça veut dire qu'au même moment où j'ai envoyé le recommandé papier, j'ai aussi envoyé le même courrier en lettres simples, parce que je savais très bien qu'il n'allait pas aller réceptionner son recommandé, et aussi en email. Voilà, comme ça j'étais sûr qu'il le lise aussi, parce qu'il lisait ses emails, ce monsieur. Donc, je lui dis, monsieur, conformément au bail que vous avez signé le 13/04/2019, je vous donne congé pour la location du bien que vous habitez au premier étage du nanani nanana. Cette résiliation est motivée par la raison suivante, reprise pour motif légitime et sérieux. Donc là, pourquoi je te la lis? Parce que peut-être que ça peut te servir, peut-être que tu es en train de vivre une situation similaire ou que tu vas la vivre. Et donc du coup, un jour, ça te fera tilt et tu te diras, ah, bah Mathieu, il a vécu un truc comme ça, donc je peux peut-être aller me référer à son épisode et puis peut-être reprendre des choses que lui, il avait fait. Donc, vous n'avez pas respecté les échéances de paiement sur le reste à charge du loyer. Ah oui, parce que attends, il faut que tu saches qu'après, il a arrêté complètement de me payer le loyer. Donc j'ai vu 50 € une fois et après, j'ai plus jamais rien vu. Et ce, depuis plus d'1 an. En répétant les retards de paiement entre 10 jours et 3 mois sur les dernières années, nous considérons qu'il s'agit d'un motif légitime et sérieux justifiant la résiliation du bail à son échéance. Donc en fait, il faut que tu comprennes que j'ai utilisé une stratégie qui est de montrer du doigt le point le moins grave. Et ensuite de rajouter une petite couche de crème à la vanille en expliquant que tous les autres points sont beaucoup plus graves, mais que c'est pas sur les autres points que je l'attaque. En fait, moi, mon but ultime, c'était juste de le faire partir. Donc je voulais qu'il comprenne ça par lui-même. Donc là, normalement, un enfant de 5 ans aurait compris. Et donc du coup, j'arrive avec la tarte à la crème derrière. De plus, il a été constaté que vous vous êtes raccordé à l'électricité des communs de l'immeuble, à défaut d'avoir accès à l'électricité par contrat de votre logement. Et ce, sans m'en demander l'autorisation préalable, ce qui constitue un vol d'énergie, ayant pour conséquence d'augmenter les charges dans les communs pour tous les locataires en place. Donc là, en plus, j'utilise un petit peu le biais de responsabilité pour lui dire vraiment pas cool. Déjà, d'une part, tu me voles, donc tu me respectes pas, et en plus, tu respectes pas les autres locataires de l'immeuble, parce que si tu augmentes les charges, tu les augmentes pour tout le monde, hein, pas que pour moi. Parce que ça, c'est des charges, les communs, c'est payé par les locataires. Hein. Pour finir, je peux constater depuis... Ah oui, alors ça, j'en ai même pas parlé jusque-là, tu vois. Mais bon, pour finir, je peux constater depuis la rue qu'une vitre de la porte-fenêtre de votre logement a été cassée et non réparée depuis plusieurs mois. Il va de soi qu'il vous incombe de faire intervenir votre assurance au plus vite pour remplacer la vitre endommagée. Le bail prendra donc fin au plus tard, le 13/04/2022, date à laquelle nous procédons à l'état des lieux de sortie et la remise des clés. Voilà, donc ça c'est le courrier que je lui ai envoyé en plusieurs exemplaires et qui m'a permis en fait de lui signifier une bonne fois pour toutes qu'il devait partir. Donc ça, si tu veux, c'est la première étape. Évidemment, suite au courrier, je t'épargne, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je t'épargne tous les messages virulents, les menaces, les messages vocaux, parce qu'après, ça y est, il s'est réveillé, il a commencé à m'attaquer au téléphone. Enfin bon, voilà, bref. D'ailleurs, il y a pas mal de choses. À mon avis, c'est un monsieur qui est très perturbé, donc je mets pas. Cet épisode, c'est pas un épisode à charge contre lui, c'est un retour d'expérience pour te prouver qu'on peut réussir à s'en sortir de ce genre de situation. Et que même on peut gagner, parce que moi j'ai été honnête depuis le début, tu vois ce que je veux te dire. Donc bon. Donc ça, c'est le courrier que je lui ai fait, et dans la foulée, donc je crois que c'est 2 ou 3 semaines plus tard,
après mes vacances, je suis rentré et j'ai eu un rendez-vous pour aller déposer plainte. Donc je vais au commissariat et je dépose plainte. Tu vois, j'ai le procès-verbal ici, compte rendu d'infraction initiale, faisant appel à une PPEL. Donc je sais pas ce que c'est. Et donc là, l'agent de police judiciaire à Montpellier, agissant sur les instructions reçues, recevons que j'ai été victime de vol d'énergie et de dégradation de biens privés dans les circonstances suivantes. Je suis propriétaire de Christopher. Bon, c'est à rallonge. Voilà, et donc j'explique que je suis venu vérifier physiquement le 19 octobre. J'ai pu prendre des photos et des vidéos de branchement illégal et effectivement la porte d'entrée reste ouverte, malgré le changement récent du système de fermeture. Je reprends sur l'électricité en disant que cela a généré des coupures d'électricité et une dégradation du système électrique. C'est important d'être très précis dans ces affirmations parce que si tu veux, en fait, l'officier de police judiciaire, il a quand même un pouvoir malgré tout et je vais y venir. Donc je remets alors les photos, les vidéos, ça c'est génial. Donc ne pas sous-estimer le système informatique de la police parce qu'ils sont capables maintenant de réceptionner toutes les preuves. Donc je lui remets un email que le locataire m'a envoyé le 2 septembre où l'auteur des faits reconnaît être à l'origine des dégradations ou du vol d'énergie. Mail que j'avais en fait dans mes mails, je vais juste transférer. Lui, il l'a imprimé devant moi et après, ensuite au stabilo, on a souligné là où il dit que oui, c'est bien lui, mais qu'en fait, il vit un peu en marge et qu'il il me pisse au cul, quoi. Il me respecte pas. Donc je dépose plainte contre monsieur Christopher pour les faits. Je suis informé. Donc après, voilà. Il y avait un autre truc que je voulais te dire. C'est que dans le même temps, donc il faut toujours demander le récépissé de déclaration signé de l'officier de police judiciaire. C'est très important parce que dans le cadre d'une dégradation où tu vas avoir besoin de faire passer ton assurance, c'est ce qu'il va te demander, l'expert. Et aussi toujours se porter partie civile. Alors, généralement, il te le demande, mais vu que c'est un peu long à mettre en place, enfin rédiger le courrier, il te le fait pas faire parce qu'il a pas le temps, l'officier de police judiciaire, mais il te remet un papier qu'il faut que tu recopies à la main entièrement et que tu envoies. Donc il y a une adresse, hein, c'est un endroit où on réceptionne toutes les demandes les prises en compte pour se porter partie civile, pardon. Et donc ça c'est très important parce que, en tout cas dans mon cas à moi, ça a été très important parce que sur l'action civile, en fait, on a pu me dédommager. En direct, je pense que j'aurais pas été dédommagé, mais le fait de m'être porté porté partie civile, pardon, ça a permis à la justice de dire ok, bon les dommages sont quand même les dommages accumulés sont à hauteur de temps, et donc voilà, à hauteur de temps, la partie civile doit être dédommagée. Voilà. Donc ça c'est pour donc là maintenant tu as vraiment tout les tenants et les aboutissants, c'est une histoire de fou. Donc on m'a volé de l'énergie en fait. Si je récapitule, on m'a juste pompé l'électricité. Et si t'es pas, tu vois, alors je vais pas faire l'apologie d'être à proximité de tes biens, parce que comme ça tu peux aller checker, etc. Parce que la vérité c'est que j'étais passé 3-4 fois et j'étais pas monté dans les escaliers, tu vois. Moi j'avais des choses à faire au rez-de-chaussée avec l'appartement du rez-de-chaussée, j'étais pas monté, donc au final ça veut rien dire d'être à proximité. Tu peux très bien déléguer ça, tu peux mettre en gestion, tu peux payer un prestat à qui t'envoie les clés pour qu'il passe une fois par mois pour aller checker, tu vois, tu peux mettre en place des systèmes. Mais dire que être à proximité c'est mieux, c'est pas forcément le cas, parce que moi j'étais à proximité et je l'ai pas vu venir. Donc du coup, qu'est-ce qui a déclenché cet épisode? C'est tout simplement la réception de l'ordonnance pénale, voilà, qui dit Monsieur Jamin, Monsieur Christopher, prévenu d'avoir à Béziers, sur le territoire national, et depuis un temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement de l'électricité par un branchement sur les communs à son propriétaire, M. Mathieu Jamois, pour un montant évalué d'un commun accord à 240 €. Ah oui, il a fallu du coup retirer en fait, il a fallu utiliser les factures des communs et déduire la moyenne de ce que payent les 3 locataires normalement sur les communs. Enfin bref, c'est un savant mélange d'addition et de soustraction, et tout ça pour arriver à un total de 240 €, qui au final l'avantage lui, le locataire, mais moi c'était pas grave, ce que je voulais c'était surtout par principe gagner et faire partir ce locataire. Bon, il faut savoir quand même, entre-temps le locataire il est parti, hein, donc la date de départ
que j'avais proposé le 13,04. Au final, ça s'est transformé au 0,103. Donc il est parti de son plein gré après m'avoir saccagé l'appartement, évidemment. Donc il y a une vidéo sur l'Instagram si tu veux aller la voir, sur Chronique Imo Podcast sur Instagram. Tu peux voir la vidéo de moi qui ouvre pour la toute première fois cet appartement, hein. Donc je réceptionne les clés en fait que ce locataire en fait il est parti dans la nuit. Il a déposé les clés dans la boîte aux lettres du locataire d'en bas. Ce locataire m'a du coup filé les clés. Donc il n'y a pas d'état des lieux de sortie, enfin bon bref, vraiment c'est à l'arrache. Tu peux aller voir la vidéo du coup sur l'Insta. Et donc il est parti, ça m'a permis d'engager directement des entrepreneurs pour faire les travaux et le remettre en location. La petite anecdote, c'est quand même qu'on est passé d'un loyer quasiment entièrement payé par la CAF, un loyer de 260 euros, je crois, 257 euros, un truc comme ça, à un loyer actuel à 440 euros, charges comprises, donc 420 euros hors charge. Donc quand même, je me suis bien rattrapé maintenant parce que bah, le marché aussi, il est avec moi. Il y a de l'économie dans cette ville, donc le marché a augmenté. Mais en fait, dis-toi que s'il était resté plus longtemps, quelque chose comme 1 ou 2 ans, avec une procédure longue qui coûte cher en avocat, etc., bah, j'aurais vraiment perdu beaucoup d'argent au final. Cumulé sur 2 ans, on parle de peut-être de 2 000 3 000 euros, tu vois. Donc du coup, ouais, j'ai reçu l'ordonnance pénale, j'étais en train de te la lire, et un accord de 240 euros fait prévu par l'article 313-1 du code pénal et réprimé par l'article 313-3 du code pénal toujours. Et d'avoir aussi détérioré volontairement un bien en l'espèce d'une serrure de la porte d'entrée de son domicile, appartenant à monsieur, causant des dommages graves, fait prévu par l'article 313-1 du code pénal. Il y a vraiment des articles pour tout, hein. Faut vraiment pas croire que quand il t'arrive des galères, t'es pas représenté. Enfin, la loi. Oui, c'est long, oui, c'est. La plupart du temps, moi je trouve quand même que les propriétaires ils pourraient se creuser les méninges et aller rechercher des articles de loi qui sont faits quand même pour les protéger parce que la vérité c'est que bah, dans mon cas, en tout cas, c'est la preuve que ça existe, quoi. Il est important de dire que les faits étaient non couverts par la prescription. La prescription qui est, je le rappelle, pour les délits de 6 ans. Donc ça veut dire que bon bah là, moi j'étais à quelques semaines, quelques mois d'intervalle, donc il y avait pas de problème par rapport à ça. Mais même si t'es arrivé une galère, je te le dis à toi qui m'écoute et qui a eu une galère il y a quelques années peut-être, ou quelques mois, même plusieurs années, tu as jusqu'à 6 ans pour porter plainte et faire intervenir un magistrat dans ton sens. Donc vas-y, pour ce genre de choses, n'hésite pas. Voilà. Vu la demande de dommages et intérêts ou la restitution valant constitution de partie civile, conformément au deuxième alinéa de l'article 420-1, pénal formulé au cours de l'enquête, la partie civile, alors ça c'est important que je te le dise, attendu qu'il résulte de l'enquête de police judiciaire, les faits reprochés prévenus sont établis, que les renseignements concernant sa personnalité, et notamment ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la détermination de la peine. Qu'il n'apparaît pas nécessaire, compte tenu de la faible gravité des faits, de prononcer une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende d'un montant supérieur à celui fixé à l'article 495-1, c'est-à-dire celui de la partie civile, et que le recours à la procédure de l'ordonnance pénale n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la victime. Qu'est-ce que ça veut dire que ce charabia ? En gros, ça veut dire que la justice, elle a été vérifiée qu'il a toute sa tête, parce que quand elle dit les renseignements concernant sa personnalité, c'est ce qu'elle veut dire, et notamment aussi ses charges et ses ressources, donc elles ont été aussi vérifiées sur ses comptes, combien de charges, c'est-à-dire combien il dépense ce monsieur tous les mois, combien ça lui coûte de vivre, et combien d'argent il rentre tous les mois. Donc ils ont tout simplement fait la soustraction pour vérifier s'il lui restait de l'argent. Et aussi le fait que moi, j'ai pas demandé non plus, j'ai pas exagéré, j'ai pas demandé 4 000 euros, parce qu'il y a déjà, il y avait pas de nature à demander 4 000 euros, ça aurait été un mensonge et honté. Mais surtout, j'ai pas dépassé, si je dis pas de bêtises, il faut se référer à ça, à l'article 495-1, j'ai pas demandé une somme supérieure à 1 400 euros. Et donc je crois que c'est la somme à partir de laquelle il faut recourir à une autre procédure pour vérifier si on peut demander cet argent. Donc bon, moi j'ai fait un total à 785,12 € qui m'a été, qui a été sur l'action civile en tout cas ça a été validé.
Donc du coup, nous recevons une constitution partie civile, condamne monsieur Christopher à payer la somme de 792 euros, pardon, 785 euros et 12 centimes à titre de dommages et intérêts pour tous les faits commis à son encontre. La présente décision est sujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 31 euros dont est redevable le condamné. Donc en fait, c'est 785 plus 31 pour la justice. Elle est pas chère la justice, hein. Enfin, en tout cas, dans ce cas-là. Informons l'auteur des faits la possibilité que la partie civile procède au paiement des dommages et intérêts auxquels il est condamné dans un délai de 2 mois courant, compté du jour où la décision est devenue définitive. Et donc ça a été fait le 27 septembre, ce courrier. Et donc du coup, là, on va arriver bientôt à la fin du mois de novembre, et j'ai toujours pas reçu l'argent. Donc oui, j'ai gagné, mais non, j'ai pas reçu l'argent, et très probablement, je ne la recevrai pas. Donc je suis gagnant dans le sens où il est parti, et je me suis refait la cerise sur les nouveaux loyers. Mais attention, ne pensez pas que la justice, ça va suivre, maintenant que ça a été acté, la justice, elle va pas l'appeler pour lui dire le 27 novembre, dis donc, t'as payé monsieur Jamois ce que tu lui dois par rapport à au délit que t'as commis? Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Mais par contre, dans cette lettre, et c'est pour ça qu'il faut pas être allergique à l'administratif, ça c'est un truc, moi quand j'entends les gens qui me disent je suis allergique au papier, je leur dis bah écoute, c'est pas grave, fais-le faire par les autres s'enrichiront. Tu vois, il y a écrit noir sur blanc, pour la non de saisir le SARVI. Qu'est-ce que c'est que le SARVI? Je sais pas ce que c'est. SARVI. S'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts dans un délai de 2 mois. Ben, c'est tout simplement en fait le SARVI, l'organisme administratif qui va s'occuper de ce suivi si jamais tu les sollicites. Donc moi, dans quelques jours, ce qui va se passer, c'est que je vais les appeler et ensuite ils vont certainement me demander de faire un mail ou un courrier écrit pour solliciter la saisie sur compte, et c'est ce que je ferai parce qu'il est hors de question que je lâche le steak parce que moi je suis comme ça. En fait, je viens de tellement loin je pars de tellement bas qu'il est maintenant que j'ai un steak en bouche, ce steak c'est l'immobilier. Et mes appartements, oui, c'est sûr, je les achète pas pour moi, pour vivre dedans, mais j'y tiens. Pour moi, c'est mon bout de viande, c'est mon steak et je vais pas lâcher le steak. Donc tant que j'ai le steak entre les dents, tant que j'ai pas pu manger jusqu'au dernier bout de viande, ben, je lâcherai pas l'affaire. Donc voilà, tu as compris l'analogie. En gros, l'idée maintenant, c'est dans quelques jours, puisque j'ai toujours pas vu l'argent arriver sur mon compte, euh, solliciter la Sarvi. Et voilà, on va pouvoir conclure. Ça fait un moment que je parle. Cet épisode, peut-être qu'il va être coupé en deux parties, je sais pas du tout, mais en fait, ce qui est important, je pense pas. En fait, au final, ce qui est important, c'est que si jamais tu prends le temps de l'écouter, il faut qu'il te serve à quelque chose, cet épisode. Vraiment, ça fait des mois que je suis dans cette situation et que j'attends d'avoir une décision de justice en ma faveur. D'ailleurs, c'est important de le dire là, maintenant que j'en parle. Il n'y a pas d'avocat, on n'entend pas parler d'avocat dans cette affaire. Et pourquoi il n'y a pas d'avocat? Et c'est pour ça que tout à l'heure je te disais, il faut prendre des preuves, il faut le journal avec la date, il faut des photos, des vidéos, des mails, des enregistrements, il faut tout ça, même si ce n'est pas valable devant un tribunal au pénal, ce n'est pas grave parce qu'en action civile, c'est valable. Et le fait que moi j'avais la preuve qu'il est commis les faits parce qu'il l'a écrit noir sur blanc dans un mail en disant qu'en gros il me pisse au cul, mais que oui, il l'a fait parce qu'il est dans une situation où il pouvait pas faire autrement. Bon, surtout à mon avis, de la folie et bien envie de m'entuber et il pensait pas que j'allais le prendre la main dans le sac. Mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas d'avocat, pourquoi? Parce il a admis les faits. Et quand il a été convoqué par l'officier de police judiciaire, parce que ça a été le cas, il a été convoqué au commissariat de la commune en question, il a validé donc dans un procès verbal, il a validé comme quoi il avait bien fait ça et comme quoi il avait aussi écrit noir sur blanc qu'il l'avait bien fait. Donc il y a la preuve, etc. Donc si tu veux, le magistrat il passe pas des heures là-dessus, hein. Il y a la preuve, il a dit oui, il sollicite pas de défense de ma part. Je me suis défendu moi-même dans la remise en question qui a été faite par le magistrat. Donc j'ai reçu par le greffier un email me demandant de répondre à quelques questions. J'ai répondu. J'ai bien compris qu'il cherchait à voir si j'avais envie de continuer en fait dans ma demande, si j'avais envie de procéder à la condamnation. Et oui, je voulais procéder à la condamnation. Évidemment, je savais très bien qu'il n'allait pas aller en prison pour vol d'énergie, pour 240 euros d'électricité et une serrure, tu vois. Elle n'est pas là l'idée. Mais l'idée, tu sais, c'est comme les enfants. Moi, je me dis qu'à partir du moment où si tu les punis pas, évidemment,
proportion gardée. Une punition, ça veut pas dire quelque chose, c'est pas forcément quelque chose de tyrannique. Mais une punition, c'est vraiment pour mettre le doigt sur l'erreur et dire voilà ce que tu as fait, tu as fauté, voilà la conséquence. Moi, je pense que s'il n'y a pas de conséquence à ça, pour un petit vol d'énergie à 240 € et une serrure, eh ben derrière, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va pas y avoir un jour une agression d'un locataire? Est-ce qu'il va pas y avoir un jour un vol beaucoup plus conséquent, un cambriolage, des faits de violence? Qu'est-ce qui va se passer en fait? Il faut que les gens répondent de leurs actes. À mon avis, c'est important. Donc du coup, pour conclure, allez, on arrive à la fin de cet épisode. Pour conclure, j'ai appris quoi? J'ai appris plusieurs choses que je t'ai résumées en 4 points. C'est vraiment la synthèse. Donc, la première chose, c'est toujours connaître la loi et les délais. Et si possible, mieux que la partie adverse. Donc, de manière générale, si tu fais de l'immobilier, en tout cas moi c'est mon cas, renseigne-toi sur les lois. Elles changent souvent, enfin les lois ne changent pas, mais les règles dans les lois, donc les articles sont modifiés de temps en temps. C'est important d'être au fait. Donc comment je fais pour ça? Moi, c'est que je suis abonné à tout un tas de newsletters sur l'immobilier, sur l'immobilier légal. Voilà. Et donc du coup, de temps en temps, je t'avoue que j'ouvre pas tout, hein, vraiment pas tout, voire même la plupart du temps, j'ouvre pas. Mais quand je décide de me faire une session, je passe 1 heure à lire. J'ouvre toutes les newsletters sur les sujets qui m'intéressent et je lis sur le droit au locataire, le droit, enfin bon, peu importe. Voilà, c'était un exemple. Donc toujours connaître la loi et si possible mieux que tes autres interlocuteurs, mais t'es pas obligé de leur dire que tu le sais. Voilà, peu importe. Le deuxième point, c'est accumuler les preuves et garder le silence. Ça, c'est très très important. Ça sert à rien d'aller chanter sur les toits, que tu es au courant de ce qui se passe et que tu sais ce qu'il faut que tu fasses et que tu vas attaquer la personne et que tu vas, Non, il n'y a aucune raison. Moi, pendant tout ce temps-là, la seule personne qui le savait, c'était ma femme, tu vois. Il n'y a personne d'autre qui savait que j'avais attaqué un locataire parce qu'il avait fait des dégradations, tu vois. L'idée, c'est pas du tout d'aller le chanter sur les toits, c'est plutôt je l'ai expliqué ça tout à l'heure, tu vois, c'est plutôt d'apprendre. Mais par contre, accumuler les preuves, ça c'est très important. Le troisième point, c'est un lien direct avec ça, c'est utiliser les outils en ta possession pour border l'affaire. Comment on fait pour border l'affaire? On fait, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de photos, des vidéos, on montre des preuves de la date et de l'heure de la preuve qu'on est en train d'accumuler. Gardez tous les écrits, n'effacez pas les textos, n'effacez pas les WhatsApp, n'effacez pas les emails avec vos locataires, gardez-les jusqu'à ce que votre locataire il s'en aille. Et même, j'ai envie de vous dire, même jusqu'à 3 ans après. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il va vouloir plus tard, je ne sais pour quelle raison, je fabule peut-être, mais vouloir vous attaquer, je sais pas, voilà, je sais pas, vouloir vous embêter, c'est possible. Gardez tout, de toute façon c'est numérique aujourd'hui, ça vous prend pas de place. Donc essayez de garder un maximum de preuves, d'échanges, et attention, autre chose que je voulais vous dire. D'ailleurs, j'ai peut-être même des locataires qui écoutent mes podcasts, je sais pas, mais peu importe. Si vous faites des écrits à vos locataires, relisez-vous avant d'envoyer ce que vous voulez envoyer. Peut-être que des fois, ça sert à rien de faire un écrit, peut-être que juste un coup de fil, un appel, c'est suffisant. Des fois, vous n'avez pas besoin de vous engager sur des choses avec vos locataires. Laissez tomber. Ne tendez pas le bâton pour vous faire battre. Donc, si vous avez des promesses à faire, soyez sûr en fait de ce que vous allez vraiment faire les choses. Que ce soit des travaux, une amélioration dans leur appartement, une faveur, je sais pas, pécuniaire, parce qu'ils en ont besoin. Enfin, je sais pas, peu importe, mais ne vous avancez pas, faites un maximum d'appels en direct avec vos locataires. Par contre, dans le sens inverse, demandez-leur un maximum d'écrits. Donc, texto, email, voilà. Parce que c'est toujours pareil. Eux, vos locataires, ils ont qu'un seul propriétaire. Mais vous, le locataire, enfin, en tout cas moi dans mon cas, j'en ai plusieurs des locataires. Je suis pas Einstein, je suis pas capable de me souvenir de tout, tu vois. Donc moi j'ai besoin d'écrits. J'ai besoin d'écrits parce que j'ai une accumulation de locataires maintenant qui fait que je suis obligé de me référer au dernier message qu'on m'a envoyé, au dernier mail qu'on m'a envoyé pour me souvenir vraiment des choses. Et donc le dernier point, c'est d'éviter autant que faire se peut d'avoir des locataires en place quand on achète. Voilà, donc j'ai parlé tout à l'heure de la technique du 80-20, 80% de logements vides, 20% de logements déjà loués. Et si jamais les logements sont déjà loués, et alors là, attention à ne pas déformer mes propos parce que je sens le tsunami venir derrière mes oreilles, ne prenez
autant que faire se peut toujours, dans les appartements qui sont déjà en place, éviter d'avoir des gens qui sont des personnes âgées, des personnes handicapées et des personnes qui sont sous tutelle et ou curatelle. Pourquoi ces 3 catégories, elles sont plus, chiantes à faire partir? Bah, parce qu'elles sont mieux protégées, tout simplement. Donc tu l'as compris, moi j'ai aucun problème avec ces gens-là. D'ailleurs, j'ai un frère qui est handicapé, donc ça serait, stupide de ma part. C'est pas le problème, j'adore les personnes âgées. J'ai aucun problème avec les gens qui ont des difficultés. Au contraire, je trouve que c'est bien que l'État fasse des choses pour les accompagner et cetera. Mais, si tu dois si tu dois raisonner purement stratégiquement, tu vas avoir des problèmes si jamais la personne elle est pas complètement docile et complètement et qu'elle n'a pas tous ses moyens pour prendre la bonne décision, c'est-à-dire la décision qui t'arrange. Donc si jamais tu proposes à quelqu'un qui est handicapé ou une personne âgée de partir, la personne âgée elle va se dire mais attends moi il a jamais été question que je parte, j'ai jamais prévu de ça. Moi ça chamboule ma vie. Et je me mets à sa place. Moi j'imagine que quand j'aurai 60-70 balais, bah, j'ai pas envie qu'il y ait un petit jeune qui rachète mon immeuble et qui me dit bah attends moi mon petit coco j'ai racheté, j'aimerais que tu partes maintenant, je te fais un courrier. Eh ben, de toute façon, sachez que ces personnes-là, elles sont mieux protégées et que, par exemple, le motif légitime et sérieux, il n'est pas du tout valable pour les personnes âgées ou les personnes sous curatelle ou tutelle. Donc ça ne marchera pas. Voilà, tout simplement. Les 4 points, donc je les résume. Toujours connaître la loi et les délais, accumuler les preuves en silence, utiliser les outils en ta possession pour border les affaires. Et la troisième, éviter autant que faire se peut d'avoir des locataires en place. Et surtout des locataires voilà, qui sont mieux protégés que la moyenne des gens. On finit avec la question de la semaine, la question qui nous arrive de Arnaud. Arnaud qui me dit Mathieu, que penses-tu du dispositif de Normandie? Une agence avec laquelle je travaille pour rechercher des immeubles me propose un immeuble déjà rénové avec cette loi de défisc. Qu'en penses-tu? Alors Arnaud, bon évidemment j'ai déjà répondu à Arnaud comme je fais tout le temps, hein, j'attends pas d'enregistrer un podcast, mais en gros je lui envoie un screenshot de ce que c'est que de Normandie et je développe. Et je lui dis, au final, je lui dis je te déconseille fortement les dispositifs de défiscalisation qui sont égales à faire une opération neutre ou négative à cause des nombreuses conditions à remplir qui freinent la rentabilité réelle. Moi je me base toujours sur de la rentabilité réelle, tu vois. La rentabilité brute, je veux pas en entendre parler. Et la rentabilité à terme, oui, ok, mais bon, à terme, ça veut dire quoi? 20 ans, 25 ans de crédit? Moi, dans 25 ans, il est même pas sûr que je sois encore sur cette terre, tu vois. Donc moi, la vérité, c'est que je regarde la rentabilité nette dès le premier mois de location. Voilà. Donc je lui réponds au final, on reste focus sur le projet initial, à savoir LMNP en nom propre avec déclaration au régime réel, parce qu'en réalité, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Moi, j'ai compris les besoins, tu vois, et je me dis que il faut y aller étape par étape. Peut-être que pour quelqu'un qui veut faire du de Normandie et qui a énormément d'immobilier, qui a beaucoup de cash à investir et surtout beaucoup de cash à sauver des impôts, ben, je comprendrais, tu vois. Mais en gros, de Normandie, ce qu'il faut noter, c'est que déjà, d'une, seuls les logements loués vides sont concernés par le dispositif. Parce que tous les logements meublés ne sont pas éligibles. Donc déjà, d'une part, tu te bouffes de l'argent parce que quand tu loues meublé, tu loues plus cher. Et généralement, au bout de X mois, bah, tu deviens plus rentable. Au bout de X mois d'un même locataire en place. Donc déjà, tu élimines tous les biens meublés. Et aussi, le logement doit être en résidence principale du locataire. Tu vois, c'est possible que moi j'ai un locataire, par exemple, il est médecin, c'est pas sa résidence principale, c'est une résidence secondaire que je lui loue. Sa résidence principale est dans une autre région où il travaille aussi, il travaille d'ailleurs la plupart du temps dans l'autre région. Et aussi, alors là c'est le gros point noir de Normandie, c'est qu'il ne peut pas dépasser un plafond de loyer. Tu sais, c'est un peu comme les dispositifs Pinel, où du coup, pour pouvoir comment dire, avoir donc du coup cet outil de défiscalisation, il te permet de réduire ton imposition, mais par contre, dans l'autre sens, il te permet pas de louer vraiment au juste prix que tu pourrais louer si tu n'étais pas dans ce dispositif. Voilà. Voilà donc ce que je peux dire par rapport à De Normandie. Je pense qu'on en a tous déjà entendu parler. Ça fait déjà quelques mois, voire même années que ça existe. Donc attention avec ça, moi en tout cas ça fait pas partie de ma stratégie pour l'instant. On ne sait jamais, ne jamais dire jamais.
Voilà pour l'épisode. Ah oui, j'ai failli oublier la reco de la semaine. Allez, on finit là-dessus et après on arrête. Reco de la semaine, c'est le livre de Rudock, pardon, Alan Rudock. Le livre qui s'appelle Michael O'Leary, A Life in Full Flight. Alors attention, c'est un livre qui est écrit en anglais. Il doit y avoir une version française, j'en sais rien. Moi, je l'ai lu en anglais. De toute façon, si tu cherches bien, tu trouveras. Au pire, si tu parles anglais, bah, c'est un super bouquin. Moi, je te le conseille. En gros, c'est l'histoire de l'homme qui a créé Ryanair. Et notamment Ryanair Takeoff. Bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout, mais c'est lui qui a fondé Ryanair, qui a inventé toute cette structure de vol low cost dans des villes improbables. Et d'ailleurs, ils expliquent bien pourquoi c'est dans ce genre de ville. Hein, il faut savoir que Ryanair, si les vols sont pas chers, ou en tout cas qu'ils étaient pas chers à l'époque, je pense que c'est toujours pas cher, je suis pas sûr, mais bon. C'était notamment parce qu'en fait, ils gagnaient pas d'argent sur les vols, hein, c'était juste pour payer le carburant et l'avion. Et le bénéfice se faisait sur les aides qui touchaient du conseil régional dans lequel il y avait les aéroports. Et c'est pour ça que des fois, tu avais des destinations complètement éclatées, genre, je sais pas moi, Limoges, Londres, par exemple, ou Béziers, Manchester. Voilà. Très bizarre, mais voilà. Donc toujours est-il que j'ai adoré ce bouquin, je l'ai conservé parce que il y a des passages que je me relis de temps en temps. Ça fait un peu plus de 400 pages et c'est très bien écrit. C'est écrit par Alan Rudock, c'est un gars qui fait des biographies sur tout un tas d'entrepreneurs, donc il a un peu l'habitude de l'exercice. C'est vraiment bien fait, donc je te redonne le titre, Michael O'Leary, A Life in Full Flight. Mais de toute façon, je te mets le lien direct si tu veux te l'offrir dans la description. Je te dis merci d'avoir été présent pendant ce long épisode. J'espère que ça a pu t'apporter quelque chose et puis je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Salut! J'espère que l'épisode t'a plu. Si tu aimes les chroniques IMO, merci de nous noter en nous mettant 5 étoiles. Tu peux aussi t'abonner sur Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu trouveras le lien de la reco de la semaine dans la description de l'épisode. À la semaine prochaine.